Bonjour à tous, bonjour à toutes, ravi de vous accueillir sur le plateau de Mobility TV. Nous allons évoquer maintenant les mutations du contrôle technique. On aime bien aborder ce sujet, vous le savez, sur ce plateau, car c'est un métier qui est en évolution quasi permanente et le parc automobile aussi. Pour nous accompagner aujourd'hui, on est ravis d'accueillir Karine Bonnet. Bonjour, directrice générale de DEKRA. Soyez la bienvenue aux côtés de Geoffrey Michalak. Bonjour, directeur technique formation de SGS. Bonjour. Et en face de vous, Frédéric Boss. Bonjour, vous êtes directeur formation Autobilan Système. Et Jacques Rifflard est avec nous. Bonjour à vous aussi, présidente de l'association Éco-Entretien. On va pouvoir échanger sur ce sujet, mais pour commencer, pour lancer cette émission, je vais commencer avec vous, Frédéric Boss. J'aimerais avoir votre regard sur l'évolution de ce métier et du contrôle technique. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui est dans l'air du temps, dans votre univers ? Alors, qu'est-ce qui a changé ? Il y a eu un gros changement en 2018. Avec la réforme du métier et de l'accès surtout au métier. Donc ça, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. Oui. Aujourd'hui, ce qui change aussi, c'est le vieillissement du parc. Le parc vieillit de plus en plus et on regarde attentivement les problèmes de livraison sur les véhicules neufs que l'on peut connaître en ce moment et qui ont forcément une influence sur le véhicule d'occasion. Les gens ne pouvant pas acheter de véhicules neufs, ils ne renouvellent pas forcément leur véhicule et du coup, ça a forcément un impact sur les contrôles. Voilà. Et puis, ce qui est important aussi et ce qui est vraiment d'actualité, Geoffrey Michalak, c'est la formation. L'embauche, on va en parler aussi. On doit recruter de nouveaux collaborateurs dans ce métier et ça passe aussi par la formation. Ce sont deux axes particulièrement importants pour bien comprendre ce qui se passe dans ce périmètre, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. En fait, la réforme du contrôle technique, comme on l'appelle, autrement dit, l'application d'une directive européenne qui a été transposée en 2018, a amené les prérequis pour devenir contrôleur technique à évoluer. Et aujourd'hui, on cible quelques diplômes, et en particulier le bac professionnel en maintenance des véhicules automobiles. Et en fait, aujourd'hui, on constate que, d'une part, les futurs contrôleurs qui ont ce diplôme ne sont pas forcément toujours les mieux adaptés à notre métier. Et avant, on avait des gens avec de l'expérience, moins de diplômes, mais plus d'expérience, et ça convenait plutôt pas mal. Et puis ensuite, cette source de personnes qui ont le bac pro, elle est limitée aussi. Donc, à un moment, il est difficile de trouver des contrôleurs, alors que la profession en a besoin, puisqu'aujourd'hui, on peut estimer que le contrôle technique a besoin de entre 800 et 1000 contrôleurs supplémentaires. C'est ça, objectif 1000, puisque si j'ai bien compris, je parle sous votre contrôle, il y a aujourd'hui, sur l'ensemble du pays, 12 000 contrôleurs, c'est ça ? Oui, tout à fait. 12 000. Ouais, donc, ça. il en manque un bon millier, quoi, en quelque sorte, tout aujourd'hui. À fait. Voilà. Oui. Est-ce que la difficulté, pour bien comprendre aussi Karine Bonnet, c'est le changement du parc, le changement des véhicules, les véhicules hybrides, les véhicules électriques. On est obligé de se former en même temps que le parc automobile évolue ? Oui, donc Geoffrey parlait effectivement de l'accès au métier avec la formation initiale et les prérequis pour y entrer, qui ont été réévalués. Mais il y a aussi une particularité dans notre métier, comme on a un métier très réglementé, eh bien, il y a un maintien de qualification tous les ans des contrôleurs, de 12 000 contrôleurs, dans lequel il y a aussi une habilitation électrique, qui fait partie également du maintien de qualification. C'est aussi dans la formation initiale. Donc on a toutes les compétences requises. Aujourd'hui, c'est vrai que les véhicules électriques représentent une petite part infime encore des véhicules contrôlés. Oui, mais ce sera exponentiel. Mais ce sera exponentiel, voilà. Et déjà dans ces dernières années, ça a été multiplié par 2. Donc aujourd'hui, c'est moins de 1% du parc qui est contrôlé. Il y a aussi la problématique du vieillissement des véhicules et que plus le parc va vieillir et plus il va y avoir cette mutation technologique ou cette évolution technologique, plus effectivement il y aura de véhicules électriques voire hybrides à contrôler. Donc avec une évolution de la formation et du contenu de la formation. Ouais. Mais j'aimerais d'abord dire qu'au-delà même de la formation qui évolue, et on investit constamment dedans. C'est aujourd'hui notre problématique, elle est d'ores et déjà maintenant sur ce manque cruel de 1000 contrôleurs. Et on peut imaginer que demain ou après-demain, ça va encore aussi fortement évoluer avec la courbe des départs à la retraite, parce que notre métier, il a bientôt 30 ans. L'année prochaine, il aura 30 ans. Donc on va assister là à un pic de départ à la retraite et donc d'un manque encore cruel de bras. On va évoquer évidemment l'impact environnemental avec la mutation des véhicules. Je céderai la parole à Jacques Rifflard dans quelques instants. Mais d'abord, pour quantifier, encore une fois, pour bien comprendre, Frédéric Boss, aujourd'hui, on imagine, on dénombre même 300 000 véhicules qui sont défaillants chaque année.
C'est ça. Les chiffres qui. C'est beaucoup, qui je trouve. Enfin, moi, quand j'ai eu cette information, quand j'ai vu le chiffre, je me dis que c'est quand même beaucoup, non ? Il y a beaucoup de véhicules, effectivement. Ça va avec le vieillissement du parc qu'on a évoqué tout à l'heure. Plus le véhicule vieillit, plus il est difficile de le maintenir en état pour passer le contrôle technique. Il faut faire de l'entretien. C'est des véhicules qui ont des valeurs résiduelles qui sont de plus en plus faibles au fur et à mesure qu'ils vieillissent. Donc les propriétaires se posent légitimement la question de dire est-ce que je fais le nécessaire pour pouvoir passer le contrôle technique ou est-ce que je prends le risque de rouler sans contrôle technique ? Et parmi ceux qui présentent le véhicule au contrôle technique, il y a aussi un certain nombre de ces 300 000 véhicules qui passent le contrôle et qu'on ne revoit pas derrière forcément en contre-visite. Donc là, c'est clairement le pari qui est fait de dire je roule comme ça. Oui, voilà. C'est un enjeu de sécurité. Mais 300 000, ça veut dire aussi que les automobilistes, les Français sont très attachés à leur véhicule. C'est peut-être ça qui peut expliquer qu'il y ait autant de véhicules défaillants comme ça ? Effectivement, on disait que le parc vieillissait, donc à peu près presque 12 ans maintenant, l'âge moyen d'un véhicule qui est contrôlé. Donc on sait que plus un véhicule est kilométré, plus il a une usure inhérente et des défauts inhérents à son usure et à son usage. Dans les 300 000 véhicules qui ont des défaillances, toutes les défaillances n'ont pas la même valeur. On a des défaillances majeures, des défaillances critiques, et j'allais dire les majeures et les critiques, les deux, induisent des réparations. Et effectivement, c'est souvent ce que regarde l'automobiliste, c'est le coût de ces réparations. M. Rieflard en parlera peut-être tout à l'heure, mais plus on entretient un véhicule et plus on le fait contrôler, plus on assure quand même la longévité de ce véhicule. Donc il est important, aujourd'hui en plus où il y a des pénuries des véhicules neufs et où la transaction entre particuliers sur véhicules d'occasion explose, il est important quand même d'avoir un véhicule en bon état de fonctionnement, à la fois pour la notion de la sécurité, la sienne et celle des autres usagers de la route, mais aussi pour la protection de l'environnement, parce qu'on contrôle également la partie émissions polluantes. Et c'est là qu'intervient justement donc Éco-Entretien, on en parle immédiatement. Je vous cède la parole enfin, Jacques Rieflard. Éco-Entretien, pour celles et ceux qui nous regardent et qui ne connaîtraient pas, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? Comment vous interagissez ? Quel est le procédé ? Quel est le principe ? C'est un protocole qui est basé sur l'analyse des gaz d'échappement, donc qui prend en compte l'usage qui est fait du véhicule et pas forcément les données, disons, techniques de base et données, si je puis dire, qui ne tiennent pas compte justement de l'usage qui est fait. On sait que, par exemple, un véhicule diesel qui est utilisé en ville est un véhicule qui est extrêmement polluant parce qu'il s'encrasse énormément. Et cet encrassement entraîne des désordres dans les organes majeurs de contrôle de la pollution. Alors nous, on a considéré dans ce protocole que ce qui était important, c'était vraiment l'usage du véhicule qui était fait. Donc on analyse les gaz d'échappement et ce principe d'analyse figure dans l'article 65 de la loi de transition énergétique de 2015, pour lesquels les décrets d'application ne sont pas encore promus, sauf pour les particules. Mais en ce qui concerne les oxydes d'azote, donc les gaz polluants, actuellement on attend toujours le décret d'application, sachant que ça pose d'énormes problèmes au niveau des centres de contrôle technique, puisque les équipements ne sont pas aujourd'hui prévus pour faire ce type d'analyse, et c'est encore en débat. C'est-à-dire que la loi est allée trop vite ? Alors, je pense pour s'adapter après effectivement, à l'équipement des contrôles techniques, des centres de contrôle technique. Il y avait une volonté, et je pense que l'action de l'association y est pour quelque chose, c'est qu'on a mis un petit peu la pression pour dire si on veut régler complètement le problème de la pollution, il ne faut pas s'en tenir au CO2, qui n'est pas un polluant d'ailleurs, ni aux particules, mais il faut aller beaucoup plus loin. Et là, effectivement, le terrain n'était pas prêt aujourd'hui pour pouvoir opérer dans ce sens. Réduire donc le rejet de CO2, c'est bien ça dont on parle, avec, en Ile-de-France, si j'ai bien compris, 60% des véhicules qui seraient en souffrance. Est-ce que ces chiffres sont exacts ? C'est pas en Ile-de-France, c'est dans toute la France. D'une manière globale, bien sûr. Oui. Mais c'est énorme, pardonnez-moi. Ce sont des tests, ces résultats de tests qui portent sur plusieurs centaines de milliers d'analyses. Et cette statistique, ce n'est pas une statistique purement théorique, c'est vraiment le constat. 60% environ des véhicules ne répondent plus aux données techniques du constructeur en matière de pollution. D'accord. Donc du coup, Geoffrey Michalak, comment on fait pour s'adapter à cette situation et cette évolution aussi ? C'est une évolution, de par le fait. Oui, bien sûr. En fait, aujourd'hui, lors du contrôle technique, on va vérifier la pollution du véhicule
selon des éléments réglementaires. Donc on va pouvoir opposer à un véhicule ces données d'homologation, effectivement, et rien d'autre. Et donc à partir de là, les tests qu'on réalise en contrôle technique sont bien définis. C'est pour les véhicules diesel, l'opacité des fumées, pour les véhicules essence, l'analyse de cas de gaz. C'est vrai qu'aujourd'hui, en analysant les gaz d'échappement, on peut également aller mesurer d'autres gaz, d'autres éléments qui vont nous donner des indications sur le bon fonctionnement ou non du moteur et de toute la chaîne de dépollution du véhicule. Mais c'est vrai que c'est pas parce qu'aujourd'hui on détecte, on identifie ce type de défaillance qu'on va pouvoir les noter lors du contrôle technique, parce qu'encore une fois, dans le contrôle technique, on est dans un cadre strictement réglementaire et qu'on ne peut que opposer des valeurs d'homologation au véhicule. Donc finalement, il faut effectivement essayer de prendre en compte ces nouvelles méthodes de vérification de la pollution des véhicules pour faire évoluer les méthodologies, mais c'est effectivement quelque chose qui est assez complexe. Et ça veut dire doter notamment les centres, on parlait de formation tout à l'heure, mais aussi les centres de tous les équipements. C'est ce qui semble manquer, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, on a déjà un certain nombre d'équipements. Encore une fois, un opacimètre, un analyseur de gaz. On fait également une mesure, entre guillemets, électronique avec ce qu'on appelle un lecteur OBD, c'est-à-dire qu'on va mesurer les codes défauts liés à la pollution du véhicule. Mais ça, c'est ce que le véhicule veut bien nous dire, c'est son autodiagnostic. Et donc, tout l'intérêt en contrôle technique, c'est justement finalement de compléter notre analyse par une mesure à l'échappement. C'est un petit peu l'enseignement qu'on a de ces dernières années, et entre autres du Dieselgate, c'est que l'autodiagnostic du véhicule est un élément intéressant, mais on ne peut pas lui faire confiance à 100%. Et donc, c'est pour ça qu'on est aussi très attaché au fait de faire une mesure à l'échappement pour aller vérifier s'il y a une cohérence entre ce que nous dit le véhicule et ce qu'il émet réellement. Ce qui veut dire, Frédéric Bosch, qu'on est sur vraiment un nouveau métier aujourd'hui, enfin une progression, une évolution, mais un nouveau métier. On est sur un nouveau métier, ça reste du contrôle. Oui. Les contrôleurs vont toujours avoir à contrôler. Comme le disait Geoffrey, on est sur un métier qui est réglementé. Donc, quand les décrets d'application de la loi vont sortir, il y aura une procédure de contrôle. Ouais. Les contrôleurs devront appliquer cette procédure avec le matériel qui leur sera mis à disposition. Ce qui risque d'être nouveau pour eux, on disait que 60% des véhicules souffrent en silence, c'est qu'il va falloir expliquer à une personne qui emmène son véhicule au contrôle technique, qui n'a aucun symptôme d'afficher au tableau de bord, aucun dysfonctionnement sur le véhicule, il va falloir lui expliquer que potentiellement son véhicule ne passe pas le contrôle technique et qu'il va falloir intervenir dessus. Et ça, par contre, ça peut être nouveau pour les contrôleurs, parce que jusqu'à présent, ils pouvaient argumenter leur procès-verbal avec des éléments factuels qu'ils avaient constatés et que le propriétaire du véhicule pouvait également constater. Là, ce sera plus compliqué à expliquer au propriétaire du véhicule. Jacques Rifflard, vous intervenez comment donc du coup sur on a bien compris le processus, le protocole dont vous parliez, mais pour accompagner toute cette évolution dans le cadre de l'association Éco-Entretien. C'est vrai qu'on fait partie de la même famille, on est dans la complémentarité. Oui. Logiquement, on devrait intervenir avant le contrôle technique pour préparer le véhicule, mais c'est rarement le cas, en tout cas pour le moment. Je ne sais pas si ça va évoluer. Et on intervient après dans la mesure où les véhicules sont recalés au contrôle technique. Donc vous parliez d'un nouveau métier tout à l'heure. Le nouveau métier est vraiment au niveau de la prévente aujourd'hui, au niveau des ateliers qui vont soit préparer les véhicules, soit les soigner, entre guillemets, lorsqu'ils auront été refusés au contrôle technique. Et là, ça demande des compétences qui aujourd'hui ne sont pas des compétences spontanément acquises au niveau des réparateurs. Donc le programme qui a été mis en place par l'association, justement, repose sur une formation spécifique adaptée à ces points de contrôle actuels et à venir, puisque aujourd'hui, un véhicule qui passe dans un atelier labellisé Éco-Entretien, on traite déjà les problèmes de pollution aux oxydes d'azote qui ne sont pas encore contrôlés par les centres de contrôle technique, mais qui sont déjà pris en compte dans nos centres. D'accord. Donc on est en avance pratique aujourd'hui par rapport au texte d'application de la loi qu'on attend. Et évidemment, et c'est pour obtenir tout ceci, le label auto-entretien, c'est ce que vous disiez. Éco-entretien, voilà. Cette labellisation. Alors c'est forcément un peu sélectif, puisque les compétences qui sont demandées sont 3 à 4 jours de formation.
avec des équipements adaptés. Et forcément, il y a une sélection. Tous les garages ne seront pas, disons, partie prenante dans ce protocole. Est-ce que cela veut dire, Karine Bonnet, que c'est un investissement supplémentaire aussi de la part des centres, chez DEKRA par exemple? Quand il faut attendre effectivement le décret, l'application du décret, le contenu, et comme on le disait tout à l'heure, derrière ça va se transformer avec un protocole pour faire le contrôle technique, donc méthodologie, protocole, et puis également le matériel qui sera nécessaire pour faire ce contrôle. Et là pour le coup, c'est l'ensemble des centres de France, métropoles et des DROM qui seront amenés à faire ces contrôles techniques. Là, il n'y aura pas de notion de labellisation. Tout le monde est agréé avec des niveaux de qualification qui sont requis, la formation dans laquelle on investira, bien sûr, le matériel aussi, selon le matériel qui sera nécessaire. Et là, encore une fois, ce sera inscrit aussi dans la réglementation, hein, le type de matériel et le matériel à utiliser. Donc oui, l'investissement, il sera du côté des centres avec le matériel et puis du côté des réseaux également et des centres aussi, hein, sur la formation. La formation étant importante, hein, c'est pas Geoffrey qui va me contredire, mais la formation étant une garantie, une assurance que le contrôle technique soit fait dans les règles de l'art, tout en respect de la réglementation et les évolutions technologiques des véhicules. En se préparant déjà, parce qu'on a bien compris, même si ça ne représente pas énormément dans le parc automobile aujourd'hui, on parlait des véhicules électriques, des véhicules hybrides, etc. On pourrait parler même des véhicules à hydrogène. Voilà, il y a une évolution véritablement sur l'automobile. En se préparant pour demain ou après-demain, à un parc qui sera peut-être pas à 100%, mais qui sera majoritairement non thermique. Est-ce qu'on doit penser déjà à ça maintenant? Est-ce qu'on doit avoir cette anticipation aujourd'hui? Oui, bien sûr qu'on doit avoir cette anticipation, de se dire que le parc il va évoluer. Après, quel que soit, si c'est du thermique ou non thermique, de toute façon, notre métier il évoluera avec la technologie du véhicule, dans le contrôle, à la fois dans le matériel requis, dans la méthodologie du contrôle. Donc, on y pense plus dans les profils, ça rejoint encore la problématique de la formation. Justement. Le profil des jeunes entrants est important, est essentiel. Je pense qu'il faut que ce soit des jeunes hommes et femmes, ou même des personnes en reconversion, qui aient une passion pour le monde de l'automobile. Le contact client aussi, puisque au-delà du contrôle en lui-même du véhicule, il y a aussi l'explication au propriétaire du véhicule de pourquoi on va mettre son véhicule en contre-visite et de bien lui expliquer pourquoi on le met, le danger que ça représente, immédiat ou différé, pour lui et pour les autres. Donc oui, on y pense dans, j'allais dire, les prérequis, les profils, et justement notre plaidoyer est d'ouvrir l'accès à cette profession et d'ouvrir aussi à l'expérience. Donc ne pas enlever le bac pro comme prérequis, mais aussi de retourner finalement à ce qu'on avait avant, avec des gens qui avaient de l'expérience en automobile, pour un test d'entrée et rentrer en formation initiale. Ouais, mais ça complexifie, Geoffrey Michalak, la formation. C'est-à-dire que vous devez avoir 1, 2, voire 3 coups d'avance pour être vraiment dans l'air du temps, pour vous adapter à la situation qui sera la vôtre, la nôtre, demain ou après-demain. Alors, sur l'anticipation, oui, il est nécessaire d'anticiper. Maintenant, si on anticipe entre guillemets de trop, c'est-à-dire qu'on considère qu'on n'a plus de problème de pollution, puisque à terme les véhicules seront électriques, à hydrogène, etc. Donc on n'a pas besoin de se casser la tête pour savoir comment contrôler tous ces véhicules thermiques, parce qu'à la fin il n'y en aura plus. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui le parc, c'est quand même principalement des véhicules thermiques, et que pour les 10 ou 15 prochaines années, je ne pense pas prendre trop de risques en disant ça, on aura encore majoritairement des véhicules thermiques sur les routes. Donc effectivement, il faut anticiper, mais ensuite, il faut aussi prendre en compte la situation actuelle du parc. Ensuite, sur les formations à venir, effectivement, aujourd'hui, les véhicules qui soient électriques ou... Alors électrique, c'est assez simple parce qu'aujourd'hui, un véhicule électrique, nos personnels sont parfaitement formés. Ils ont déjà l'habitude de contrôler ce type de véhicule. Il n'y a pas de spécificité particulière. Demain, la valeur ajoutée qu'on pourra avoir et qui viendra un peu remplacer le test des émissions polluantes, ce serait un test sur la batterie. Demain, ce qui fera la valeur d'un véhicule électrique, quand il aura 8, 10 ans, 12 ans, ce qui fera la valeur d'un véhicule électrique, c'est l'état de sa batterie. Clairement, ce ne sera pas l'état de ses pneus, ce ne sera pas l'état des sièges à l'intérieur, la corrosion, il n'y a plus de corrosion sur un véhicule moderne. Donc, ce qui fera sa valeur, c'est l'état de sa batterie. Donc là, effectivement, il faut trouver des moyens de communiquer et d'informer l'usager sur l'état de la batterie d'un véhicule électrique. Frédéric Boisse, vous faites la même analyse que Geoffrey sur l'avenir proche en tout cas. Et déjà, on a bien compris que sur 10 ou 15 ans, on va rester majoritairement sur
problématique thermique, en tout cas. Un parc hybride, à Oui. la fois de véhicules thermiques et électriques. Ouais. Voilà, maintenant, on le disait en préambule, le parc a 12 ans. Ouais. Donc aujourd'hui, je rejoins Geoffrey, pour les 15 ans à venir, on est majoritairement sur un parc thermique. Ce qu'il faut noter, c'est que les formations qui ont lieu tous les ans pour les contrôleurs pour maintenir leur qualification intègrent systématiquement un volet sur le contrôle des émissions polluantes. Donc les contrôleurs techniques sont remis à jour tous les ans et sont vraiment au fait des dernières évolutions, des dernières méthodes pour pouvoir contrôler ces émissions. Je ne suis pas sûr que tous les réseaux et tous les réparateurs puissent en dire autant. Donc c'est vrai que du coup, le contrôleur technique est vraiment aujourd'hui la personne qui est la plus à même de pouvoir faire le diagnostic sur les émissions polluantes d'un véhicule. Bien sûr. Je vous laisse le mot de la fin, Jacques Rifflard. Quelle serait pour vous la situation idéale, la situation parfaite ? Allez, j'anticipe, dans cette émission, je vous pose des questions pour demain ou après-demain, mais je crois que c'est important d'imaginer ce qu'il va se passer. Alors, ce qui va se passer, c'est une cohabitation avec plusieurs formes de motorisation. L'électrification, aujourd'hui, il faut savoir que c'est encore majoritairement une électrification hybride, donc qui fait toujours appel à un moteur thermique. Donc, quand Geoffrey parlait de 15 ans, nous sommes plus pessimistes ou optimistes, ça dépend de quel côté on se met. Mais moi, je dirais plutôt 25 ans, parce qu'il va falloir continuer à entretenir les véhicules hybrides d'aujourd'hui et qui ont encore quelques belles années de vie devant eux. Et je pense que cette montée en puissance de l'électrique, elle est évidente, elle est obligatoire. Cette transformation, cette mutation et ce remplacement du véhicule thermique, c'est une évidence également. Mais il ne faut pas non plus céder à la panique et penser que ça va se faire en 3 ans. Ça va se faire pour nous en 25 ans, ce qui fait que les activités des uns et des autres aujourd'hui ont le temps de s'adapter justement au monde de demain. 25 ans, c'est bien, moi ça me plaît parce que ça nous permet de faire encore des émissions régulièrement sur ce plateau, de vous inviter encore parce qu'on adore, on adore ce sujet du contrôle technique, Bien sûr. donc, et puis c'est tellement important. On a 25 ans devant nous. On a 25 voyez, ans devant nous, Karine Bonnet, c'est ça que je voulais dire. Merci infiniment en tout cas Merci à tous les quatre. Merci pour Merci. ce sujet toujours aussi passionnant et on se retrouve très bientôt sur le plateau de Mobility TV pour une autre émission. À bientôt. Merci. Merci.